bonjour à tous. Gauthier Chatelus, moi je suis le directeur adjoint infrastructure et mobilité à la Banque des Territoires. Donc, après avoir parlé beaucoup de décarbonation du transport public, j'ai un complément aujourd'hui. Je voulais vous parler un peu un sujet qui doit beaucoup intéresser aussi les collectivités territoriales, enfin qui les intéresse, j'en suis sûr. C'est vraiment le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques pour les usages privés. C'est bien des compléments dans ce cadre de la décarbonation. Voilà, donc première fiche qui vous rappelle un peu que les efforts qu'on doit avoir pour réduire les impacts environnementaux, ils partent de la maîtrise de la demande de transport. Ensuite, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, évidemment, un point crucial, c'est d'abord réduire la mobilité, l'autosolisme, et donc avec du report modal. Nous, à la Banque des Territoires, on essaye vraiment d'accompagner les collectivités dans ce sens avec des outils de prêt classiques comme le milliard qu'on a prêté à la Société du Grand Paris pour le développement des infrastructures lourdes en région parisienne, mais aussi des prêts performantiels, dont un pour la RATP, pour l'acquisition de bus électriques et pas mal d'efforts de ce type. Et puis aussi vers les mobilités plus propres en investissant dans des sociétés qui permettent de développer le vélo ou d'autres mobilités alternatives. Ensuite, on a, quand on reste sur la route, le covoiturage est un outil qui a amené vraiment à se développer très fortement, pour moi, en complément du transport collectif. On disait, il y a des zones où faire circuler un bus à moitié à vide, c'est pas la peine. Par contre, le covoiturage peut permettre quand même de réduire l'usage de l'autosolisme en voiture. Et là, de la même manière, on investit dans plusieurs sociétés qui font du covoiturage, qui permettent de développer une offre complémentaire. Et ensuite, les derniers efforts, c'est l'efficacité énergétique des véhicules, c'est le passage à l'électrique ou à d'autres, voire au GNV ou à l'hydrogène. Et puis après, il faut voir d'où vient l'intensité carbone de l'énergie. Donc le GNV, il faut que ça soit du biogaz. L'électrique, à minima décarbonée et éventuellement verte, suivant la manière dont on le définit. Donc pour rappel, et ça j'irai assez vite, c'est que la mobilité électrique, on a des cibles de baisse fortes qui sont liées essentiellement, on voit bien des facteurs principaux, c'est l'électrification. C'est pas le seul pour permettre de réduire l'intensité carbone de la mobilité. Le cadre réglementaire, il a permis d'avoir à la fois des bonus-malus, donc un cadre financier incitatif, les normes européennes sur les constructeurs automobiles qui ont été un vrai facteur déclenchant des ventes de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le point de début 2020, ces normes européennes qui sont vraiment le point de départ d'un déploiement beaucoup plus rapide et fort de la mobilité électrique pour les voitures individuelles. Ensuite, la LOM, qui a pris plusieurs mesures en faveur de la mobilité électrique. Les ZFE qui vont arriver, qui sont aussi un facteur très important pour la décarbonation, évidemment. Et à terme, le pacte vert et différentes mesures qui vont aboutir en 2035-2040 à la sortie des véhicules thermiques classiques des véhicules neufs. Donc on n'aura plus que de l'électrique ou d'autres carburants alternatifs. Donc voilà, ça c'est le rappel des villes. Vous devez connaître des villes concernées par les zones à faible émission mobilité. Voilà. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui, évidemment. Et un enjeu. Et ça, c'est pour rappel aussi, aujourd'hui, il y en a encore 24% de voitures qui sont des critères 3. Donc c'est du diesel pas très récent et qu'il va falloir sortir au moins dans les ZFE. Donc ça, c'est pas du CO2, mais ça revient un peu au même en ambition pour l'électrique. Et ça résulte en une vision très forte de la croissance des véhicules électriques. Donc nous, on essaye d'accompagner aussi le verdissement des flottes en finançant des flottes de véhicules électriques pour accompagner le début de la flotte. Mais ça implique que le corollaire, c'est qu'on va avoir un besoin très très fort de bornes de recharge. Alors, pour ces véhicules électriques, effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quand même un usage très fort du véhicule électrique par les Français. 48 Français l'utilisent tous les jours ou presque. C'est quand même beaucoup. On a des distances moyennes qui sont à moins de 50 km par jour,
Donc c'est vraiment du déplacement quotidien, plutôt domicile-travail. Les gens sont prêts à regarder le véhicule électrique, mais ils se posent quand même pas mal de questions. Donc oui, ils sont prêts à le regarder. Si ça coûte pas plus cher que le véhicule thermique, qu'on peut avoir une autonomie de 500 km et qu'on arrive à se recharger très facilement. Donc c'est quand même un objectif difficile à atteindre. Ils n'ont pas vraiment besoin de 500 km d'autonomie. On voit bien qu'en général, c'est plutôt 50 km. Mais ils veulent pouvoir se dire, le jour où je pars en vacances, je ne change pas mon usage. Le coût est un vrai sujet, donc il y a beaucoup de bonus, mais ça reste cher, donc il faut pouvoir garder un TCO, donc une recharge qui reste peu chère pour compenser le surcoût d'acquisition. Et puis la borne de recharge, c'est ce dont on va parler. Et voilà. Et derrière, évidemment, on revoit le prix, la raison principale, refuser l'achat du véhicule électrique, et ça a beaucoup augmenté cette année. Il y a vraiment les constructeurs ont beaucoup augmenté les prix d'un mois sur l'autre. On pouvait avoir plus 1000, plus 2000, plus 3000 euros, avec des véhicules en plus qui sont disponibles dans 6 à 12 mois suivant les cas. Donc, conjoncturellement, on est quand même dans une situation difficile pour la vente, mais on voit bien que le sujet de la charge reste un point important. Disponibilité des points de recharge, rapidité de recharge, où est-ce que je vais le faire? Donc il y a aussi le besoin de se dire que vaut mon plein et quand est-ce que je vais pouvoir me recharger. Et les gens n'ont pas vraiment une vision de quelles conditions on recharge un véhicule électrique. Et c'est ça dont je vais essayer de vous parler un peu ensuite. Bon, ça, c'est les bonnes raisons pour se recharger. On voit le coût du trajet est beaucoup moins cher. Prix du plein, normalement, est moins cher, notamment quand on se recharge à domicile. Les maintenances, ça reste à démontrer, mais normalement, la maintenance reste beaucoup moins chère. Il y a beaucoup moins de pièces et ça fonctionne beaucoup mieux. C'est aussi ce qui était dit sur les bus. Les autonomies sont beaucoup plus attrayantes aujourd'hui. Le stationnement reste privilégié pour les véhicules électriques, auquel cas il faut aussi rajouter l'accès aux zones à faible émission mobilité sur lesquelles le véhicule électrique sera fortement favorisé. Le moteur a une durée de vie longue, mais par contre, la batterie, il reste des incertitudes. Voilà. Donc du coup, nous, on a fait une étude sur un peu essayer d'approfondir sur les différents segments et usages qu'on a. Donc, on a eu quelques lois qui ont permis par segment de donner des obligations de prééquipement partiel des parkings des bâtiments neufs. Sur les segments autoroutiers, il y a eu des lois qui ont fait... On était très en retard en 2020 et qui ont fait beaucoup accélérer les choses. Sur les parkings commerciaux, il y a les obligations d'équiper 5% des places sur les parkings accueillant du public à l'électrique. Et sur les entreprises aussi, elles ont de plus en plus d'obligations à la fois d'achat de voitures de fonction électrique et d'équiper en place de stationnement. Du coup, et on voit qu'aujourd'hui, entre parking, entreprises et commerces et voirie site public, c'est à peu près un tiers dans chaque sur la répartition. Donc, si on va sur ce sujet de la segmentation, donc on a deux grandes catégories, les bornes privées et privatives. Donc ça, c'est ma borne ou celle qu'on a dans l'entreprise, elles ne sont pas ouvertes au public. Et dans la privative, on a quand même trois typologies. Il y a le privatif chez soi individuel, le privatif en logement collectif, et c'est vraiment des approches assez différentes. Et puis après, il y a l'entreprise. Dans les bornes ouvertes au public, on pourrait avoir pas mal de typologies, mais il y a le grand réseau routier interurbain, les parkings privés ouverts au public, et puis la voirie et les parkings publics. Donc on a édité un guide, un travail qu'on a fait avec la chaire économie urbaine de l'ESSEC, qui est réparti. Alors, c'est toujours contestable, ces répartitions, mais ça permet de donner quand même une vision, et il faut vraiment avoir beaucoup d'éducation vis-à-vis des futurs possesseurs de voitures électriques pour les convaincre de comment ils vont essayer de comprendre comment ils vont se recharger. Et c'est aussi important pour la planification pour les collectivités territoriales qui, in fine, ont ces compétences. Donc, dans cette matrice des cas d'usage, donc sur le résidentiel à domicile, comme je disais, on se recharge tous les soirs sur sa prise. C'est de la recharge souvent lente, souvent de nuit. Et soit on l'a fait dans son domicile privé, auquel cas c'est quasiment juste une prise qui est tirée, soit dans des parkings
privé d'immeubles, et là c'est plus compliqué à mettre en place, en copropriété ou en logement social. Et puis il y a un usage très important et qui est mal adressé, qui est l'usage résidentiel sans parking, parce qu'on a quand même 10 millions de Français qui doivent avoir des voitures et qui n'ont pas de parking, au moins, et donc ils vont devoir se garer dans la rue. Alors il y a beaucoup de petites villes notamment qui ont du parking résidentiel gratuit dans la rue, et bon, c'est difficile de dire on va mettre des bornes de recharge partout sur les trottoirs. Ensuite, il y a l'usage professionnel régulier. On peut se recharger sur le lieu de travail, par exemple. Il y a les usages occasionnels. Bon, je vais faire mes courses sur le parking Carrefour, il y a une borne de recharge, j'en profite pour refaire le plein électrique. Et puis il y a l'usage aussi opportuniste, qui est un peu le même type. Si on regarde cette matrice un peu, notre manière de la voir, sur le parking résidentiel en logement individuel ou collectif, la recharge est longue, de nuit, elle est lente, elle n'est pas chère. Normalement, on se fait son plein pour moins de 10 €, sauf mauvaise surprise sur les tarifs d'électricité, mais ça reste encore protégé et souvent en tarif résidentiel. Avec ou non un opérateur, notamment quand on a un parking collectif, on peut avoir un opérateur qui permet de mutualiser, d'optimiser la recharge sur les parkings collectifs. Sur les parkings d'entreprise ou parkings réservés, la recharge est plutôt longue, mais 2 jours, c'est une des grandes différentes. Elle peut être lente ou semi-rapide. Donc quand elle est semi-rapide, elle peut être un petit peu plus chère au total, mais parfois c'est quand même l'entreprise qui elle-même va payer ce coût. Donc pour l'usager, c'est pas mal souvent d'aller en entreprise, on ne vous fait pas payer votre recharge. Donc c'est quand même aussi, en termes de coût, ça peut être intéressant. Mais bon, il ne faut pas que ça encourage non plus les gens à prendre plus leur voiture pour aller se recharger, sinon l'effet n'est pas celui qu'on voulait sur le CO2. Ensuite, il y a les parkings sur foncier public, en voirie publique, en parking. Donc souvent, on peut avoir soit de l'opportunistique, durée moyenne pendant que je fais mes courses, pendant que je vais à un endroit dans la ville, je reste 2-3 heures, je fais un aller-retour pour le boulot, je vais sur un parking public. Donc là, c'est plutôt de la semi-rapide. Et puis, il y a des usages pro comme le VTC qui peuvent être sur de l'usage très rapide. Donc là, on a besoin de la recharge très rapide. Mais on n'a pas souvent besoin de recharge très rapide, sauf qu'on est vraiment pressé de se recharger, mais ce n'est pas forcément souvent le cas. Et puis, il y a toujours le résidentiel dont je parlais tout à l'heure, où là, on aurait besoin plutôt de bornes le moins chères possible, longues pour la nuit, et plutôt de nombreuses bornes. Des bornes ultra rapides, on n'a pas besoin de beaucoup, parce que ça, on peut faire tourner les véhicules beaucoup plus souvent dessus. Donc, et on va voir et là c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de délégations possibles, il y a plusieurs niveaux dans les collectivités territoriales qui peuvent le faire. La planification se fait plutôt au niveau départemental, le foncier in fine se fait au niveau de la commune, donc c'est quand même des choses assez compliquées à mettre en place, et puis il faut des schémas directeurs et autres, la commande publique fait que c'est assez long. Il y a le parking sur foncier privé, là il y a des obligations, donc c'est les commerces, les hôtels, les restaurants. Donc c'est souvent de la durée moyenne, ou alors aussi un usage pro de type VTC. Donc on va avoir de la recharge semi-rapide ou rapide. Ça peut être un peu plus cher. Et souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs privés qui font des appels, des grandes surfaces commerciales, par exemple Carrefour qui a fait un gros appel d'offres pour avoir tous ces hypermarchés, avec un opérateur qui doit équiper tous ces hypermarchés en borne de recharge rapide ou semi-rapide, et un peu tous les grands acteurs de la grande distribution qui ont des grands réseaux de parking le font. Les grandes chaînes d'hôtels aussi, Accor aussi a fait des appels d'offres dans ce sens. Et enfin, le dernier usage sur les réseaux routiers interurbains, où là, par contre, on a vraiment besoin de recharge rapide ou ultra rapide, parce qu'on n'a pas envie de rester longtemps, de faire le plein quand on va partir en vacances. Et donc là, les tarifs vont beaucoup augmenter sur la rapide, très rapide. Faut pas espérer, un plein sur une autoroute, ça sera le même prix qu'un plein en gros de diesel, alors qu'ailleurs c'est beaucoup moins cher. Mais tout le monde ne passe pas tout le temps son temps à faire son plein sur autoroute. C'est quand même plutôt des usages pour beaucoup de gens assez exceptionnels. Donc les bornes privatives, le premier point en logement individuel, très simple. Il faut une wallbox, parfois c'est même juste sur une prise. On est chez soi, on fait un peu ce qu'on veut dans son parking individuel. Il y a un coût d'équipement qui est parfois fourni d'ailleurs par le constructeur. Donc ça, c'est relativement simple. Faut juste vérifier que son domicile, on est peut-être obligé d'augmenter un peu l'abonnement du domicile pour être sûr qu'on va pas faire sauter les plombs en chargeant la voiture.
Sur le parking résidentiel collectif, là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai mis 45% de la population vit plutôt en résidentiel collectif qu'en copropriété privée, donc logement social ou copropriété. Et on vise quand même 17 millions de véhicules dans l'immobilier collectif d'ici 2035. Donc, c'est un vrai sujet. Le droit, aujourd'hui, c'est vous avez un droit à la prise. Ça veut dire que la personne qui arrive peut demander à être accordée sur les communs de la copropriété. C'est un droit, mais c'est très vite un problème pour la copropriété parce qu'il faut un compteur, parce qu'il n'y a pas forcément la puissance installée, parce que ça va faire sauter les plombs d'ascenseur si on recharge 2 véhicules en même temps avec le droit à la prise. Et donc, il faut installer une infrastructure commune dans le parking. Et ça, c'est un coût important. Pourtant, c'est, je dirais, 20-30 000 euros pour installer une infrastructure pour un parking de 70-80 places. Sur lequel on pourra recharger Donc j'ai le schéma. Voilà, c'est ça, c'est l'infrastructure commune. On part il faut installer un nouveau point de livraison dédié, comme ça ne vient pas perturber le reste de l'immeuble, et puis pouvoir donner accès à toutes les places, et puis les gens qui ont des voitures électriques vont pouvoir connecter une borne ensuite. Mais il faut aussi que cette infrastructure puisse couvrir toutes les places, sinon celui qui n'est pas couvert va dire oui, mais moi j'arrive avec ma voiture électrique, comment je fais ? Alors il y a le droit à la prise, c'est limité. Donc, soit le copropriété ou le bailleur paye l'infrastructure collective, mais c'est pas facile à faire passer en assemblée générale, de dire là, on va décider d'investir 30 000 euros pour les 2 propriétaires de Tesla qui sont en train de demander ça, par exemple. Ensuite, on a une solution qui va être proposée par Enedis et les GRD, qui est de déployer une colonne horizontale qui appartient au réseau public. Et ensuite, chacun viendra se connecter, payer sa quote-part de ce coût, venir payer son compteur, sa dérivation, son installation, et ensuite, il gérera son électricité directement à partir de son compteur Linky sur cette colonne horizontale. Il y a une solution infrastructure commune financée par l'opérateur ou un tiers financeur. Là, on investit globalement dans toute cette infrastructure commune. La puissance est suffisante pour avoir 20-30% des places. Toutes les places sont accessibles, il y a les chemins de câbles, et puis on est ready to plug. Il n'y a plus que le jour où quelqu'un une demande, en 2 jours, il est connecté, il branche sa prise et il est connecté dessus. Enfin, l'opérateur lui branche une prise, il est connecté dessus. Il y a un opérateur qui optimise ça. Et puis après, dans le logement social, quand c'est un bailleur unique, il faut un système de concession, de délégation pour que quelqu'un vienne installer pour lui cette infrastructure. Donc on a un exemple, nous on a monté une filiale qui s'appelle Logivol qui va financer cette infrastructure commune. Et donc le but c'est bien de dire quand la propriété, ça vous coûte rien, on vous installe l'infrastructure, il y a un opérateur qui s'occupe de tout, et le jour où il y a quelqu'un qui veut se connecter, il paye sa quote-part de l'infrastructure, ça commencera à rembourser nous l'investissement qu'on a fait, puis quand on aura atteint 30% des places, on aura été remboursé de cet investissement. Donc voilà, c'est des solutions qui sont en train de se développer, mais on en est au tout début. Je crois qu'on doit avoir 10 000 copropriétés en France sur 180 000 qui auront une solution collective aujourd'hui entre le devis qui est fait à l'AG et l'installation, c'est 18 mois. Bon, on peut essayer de le réduire un peu, mais il y a 8 à 9 mois de toute façon, une fois que la décision est prise, des contrats signés pour que Enedis l'accepte, fasse la connexion, les travaux, etc. Et avant, c'est un process en assemblée générale, donc c'est des choses qui sont quand même longues à faire. Sur les entreprises, ça c'est assez classique, l'entreprise peut le payer ou demander à quelqu'un de faire le tiers investisseur. Sur les bornes ouvertes au public, on va arriver, alors il y a plusieurs sujets. Il y a sur les réseaux routiers, autoroutiers interurbains, on était très très en retard, il n'y avait vraiment rien. Et puis en 2020, l'État s'est aperçu qu'il fallait faire quelque chose, donc il a mis des obligations et ils ont négocié avec les concessionnaires. Ça a été assez vite, finalement, avec les concessionnaires d'autoroutes. Et aujourd'hui, on a une cible d'équiper 440 aires de service. Je pense qu'il y en a à peu près 380 ou 90 qui ont déjà un schéma ou en cours d'équipement ou qui sont équipés. Donc pour cet été, on aura quand même des bandes de recharge ultra rapides sur la plupart des autoroutes. Donc il y a eu une vraie accélération très forte parce que ça a été intermédié par les concessionnaires d'autoroutes qui ont eu ces obligations. On a plus d'incertitudes, il reste quand même sans doute encore des trous dans la raquette sur la partie du réseau non concédé, parce que justement, il n'y a personne qui a cette obligation d'installer dessus.
Donc voilà, par exemple sur le réseau autoroutier, la SANEF, voilà, 1800 km, 72 aires de service. Et avec nous, on a fait cofinancer Fastned pour installer des stations qui ont entre 4 et 18 points de recharge, voilà, avec des ombrières. Il y a 4 pistes. C'est bande ultra rapide, 150 kg, donc on fait le plein en 30 minutes, entre 15 et 30 minutes suivant la taille de la voiture. Deuxième segment, donc les parkings privés ouverts au public, de ceux dont je parlais. Donc l'obligation des grandes surfaces, de tous les parkings de plus de 20 ou 40 places, d'équiper avec 5% de bornes de recharge. C'est compliqué, donc beaucoup de grandes surfaces. Et là où on voyait absolument pas d'économie avant en tant qu'investisseur, ça a pas mal pris. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'opérateurs qui se font la concurrence pour obtenir ces parkings. Donc il y a des appels d'offres qui sont lancés par tous les grands acteurs de la GSM et des hôtels, qui permet de mailler le réseau avec des bornes semi-rapides à 22 kg. Donc ça, on fait le plein en 2-3 heures. Et des bornes ultra rapides, notamment pour des gens du VTC ou en entrée de ville, pour des gens qui arriveraient sur un grand réseau, qui ont besoin de se recharger rapidement. C'est une très forte dynamique. Après, il faut voir, voilà, le modèle économique n'est pas prouvé, mais il y a beaucoup de gens qui y croient. Il y a eu des grosses levées de fonds par des opérateurs qui se développent là-dessus. Nous, on participe avec plusieurs partenaires. Par exemple, on vient d'annoncer une coopération avec R3. Alors R3, c'est une filiale de DBT, qui est un constructeur français, qui va gagner des contrats. Et nous, on fait une société d'investissement avec AET pour investir dans tous les contrats qu'ils gagnent. On investit dans les bornes de recharge. Alors ça, c'est un autre réseau. C'était en Corse, où là, ça a pu aller très vite. Pareil, c'est opérateur privé. Ça va vite sur les opérateurs privés, puisque le sujet n'existait pas en 2020 et aujourd'hui, les contrats sont attribués, les stations sont en train de sortir de terre pour un certain nombre. En Corse, ça a été encore plus vite, puisque là, on a déjà un réseau de 140 stations, dont la plupart sont à 50 kg, donc de recharge assez rapide déjà. Et puis à l'échelle de la Corse, on ne fait jamais des très grandes distances, donc ça suffit pour faire un plein rapidement. Sur des fonciers privés, c'est souvent des stations, des parkings de petits commerces, qui maille en fait déjà la Corse. Alors c'est pas suffisant pour l'été, mais enfin en général c'est quand même déjà un réseau qui est sorti très vite de terre. Et on a cofinancé aussi ce sujet. Alors sur le foncier public, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut d'abord définir les besoins. Lent, rapide, est-ce que c'est pour le résidentiel? Définir les complémentarités par rapport aux initiatives privées. Et quand il y a Carrefour qui fait un grand appel d'offres, localement, la collectivité ne sait pas forcément ce qui va être installé dans un truc qui est décidé à Paris au niveau du réseau Carrefour au départ. Et je parle de Carrefour, mais ça peut être beaucoup d'autres acteurs, c'est le même cas. Donc il faut qu'on ait à la fois des recharges ultra rapides pour les besoins, taxis, VTC, des gens qui font un aller-retour, qui ont besoin de recharger vite. Il faut de la recharge d'opportunité quand la ville est une destination. Je viens, je reste 2 heures, 3 heures faire mes courses. Quand je repars, je veux avoir mon plein pour rentrer chez moi tranquillement. On doit avoir aussi besoin de la cohérence territoriale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des zones vides ou des zones blanches. Il faut s'adapter au réseau aussi électrique. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus n'importe où. Il n'y a pas partout la possibilité de brancher pas mal de recharge. Et quel est le rôle de la collectivité dedans? Ça, c'est vraiment compliqué. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, la première chose, ça part par un schéma directeur qui est quasiment obligatoire et qui permet d'avoir des subventions pour les bornes qui s'inscrivent ensuite dans le schéma directeur. Donc il faut recenser l'état des bornes de recharge existantes, les estimations, la stratégie de déploiement. Donc c'est une réglementation, ça ouvre surtout à la fois à des réductions de coûts grâce au raccordement au réseau public sur les coûts Enedis ou du gestionnaire de réseau. Ça permet d'avoir quand même une vision de ce que vont faire à une échelle territoriale suffisante. Et puis ça permet la concertation entre les différents acteurs qui sont les gestionnaires de voirie, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui font la planification. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de... souvent les syndicats d'énergie départementaux qui pilotent ces schémas directeurs IRVE. Nous, là, on a fait en cofinancement, en subvention, 65, on en cofinance 65 dans ces différents sujets. Alors, parfois, on voit qu'il y a des communes qui n'ont pas donné la délégation au schéma directeur, donc on a un peu des trous dans les schémas départementaux. Et puis, il y a des groupements qui se sont mis ensemble, par exemple le SIAN ou l'Occitanie, qui permettent d'avoir une coordination
de l'étude sur toute une zone géographique, ce qui est encore meilleur en termes de coordination. Mais je regarde le temps, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Mais ensuite, ce qui est essentiel, alors c'est en cours, c'est-à-dire que les obligations datent de la LOM, les conditions du schéma directeur ont été annoncées fin 2020, début 2021. On ont lancé, donc les appels d'offres sont en cours ou ont été attribués, la réalisation des schémas directeurs est en cours, il y en a quelques-uns qui ont été approuvés en préfecture, et on va commencer à passer aux conditions d'attribution. Donc voilà, on est donc quand même dans une chaîne de commande publique qui est longue et complexe. Nous, on recommande, c'est d'avoir à faire appel au privé. Alors ça peut être une AMI qui est le plus facile, c'est-à-dire c'est pas une DSP, c'est quand même plus simple, avec des conventions d'occupation temporaire de l'espace public, ou des appels d'offres vraiment en DSP, mais sachant que les compétences sont quand même partagées entre le schéma directeur qui est établi par le syndicat au niveau départemental, mais derrière, chaque collectivité est responsable de son foncier, donc l'opérateur qui va être choisi va devoir les négocier avec chaque collectivité, où va être exactement la place de parking, les conditions d'accès, négocier les travaux pour chaque place. Certaines collectivités veulent avoir une part actionnariale dans le projet. Donc on peut créer avec des CEMOP, par exemple, en montage en CEMOP, ou parfois en société de projet dans lesquelles la collectivité est minoritaire. Et parfois, elles veulent carrément le prendre directement en régie ou à travers une société d'économie mixte ou directement par le syndicat d'énergie. Mais quand ils le prennent en direct, il faut que ça corresponde aussi à une carence de l'initiative privée qui est assez difficile à déterminer, notamment avec l'initiative privée qui se fait sur les parkings privés. Et la coordination entre cette dynamique privée qui va plus vite, mais qui est focalisée sur certains types de parkings, et la vision beaucoup plus, je dirais, territoriale, mieux coordonnée de la collectivité publique est difficile. On ne va pas faire un hub sur foncier public juste à côté d'un parking qui aurait été déployé ou aurait été déployé sur foncier privé, des bornes de recharge rapide par exemple. Donc c'est vraiment un sujet important et compliqué. Et c'est important d'avoir cette visibilité parce qu'il faut aussi pouvoir identifier vraiment les zones de carence. Hein. C'est vraiment là où la collectivité publique a le plus grand rôle à jouer. C'est pouvoir dire, bah là, il manque des bornes de ce type parce que l'initiative privée ne peut pas le faire. Voilà, par exemple, il y a eu au niveau du NAGLO, c'est Villagile qui a fait une AMI. Et il y a à peu près dont 67 stations, 158 bornes. Qui ont été lancés. Donc nous, on participe à ce groupement avec Bouygues Energy Service. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? On a d'autres, il y a d'autres aussi. Il y a d'autres outils. Par exemple, il y a Station UE, qui est une société qui va proposer un mobilier urbain qui allie la borne de recharge avec des services 5G et des services collectifs. Donc, on mutualise les coûts. Il y a une seule connexion électrique, une seule fois les travaux de voirie qui coûtent quand même cher, et puis des revenus qui sont mutualisés. Ça permet d'aller équiper avec des bornes 22 kg, par exemple, des zones moins fréquentées par des véhicules électriques, mais qui ont besoin de recharge quand même. Il y en a une autre station, Siusun, par exemple, qui va faire des ombrières avec des bornes de recharge en dessous. Là, on met des ombrières sur des parkings, etc. S'ils sont à accès public, autant mettre des bornes de recharge partout. Le coût additionnel est assez limité, parce que, encore une fois, toute la voirie a été faite, les travaux électriques sont faits, la puissance est là, et ça permet aussi de compléter. Voilà. Donc, c'est une vision globale qui est parfois difficile en termes de commande publique, mais qui est importante. Et pour finir, juste, je voulais illustrer, nous, la Banque des Territoires, on est vraiment là pour aider sur toute la chaîne. Donc, à la fois le cofinancement des schémas directeurs IRVE, zut, c'est pas la dernière version, c'est pas grave. Le MobiPrêt, donc là, il faut évidemment financer les bornes de recharge ouvertes au public, mais c'est du prêt aux collectivités, donc qui peut couvrir aussi tout ce qui est transport public. On porte aussi, on aide à avoir des subventions européennes dans certains cas, et puis on va investir dans des sociétés de projets pour différentes typologies, et puis nos outils d'investissement en plateforme qui vont aller financer ou du véhicule électrique, des bus, des batteries pour bus, ou ce que je disais tout à l'heure sur les recharges dans les parkings. Et on a un environnement de beaucoup d'opérateurs dans lesquels on a investi ou avec lesquels on travaille sur les différents axes. Voilà, j'ai essayé d'être pas trop long pour laisser le palmarès.